résultats de cette recherche-action. Donc on va donc commencer par la question des échantillons. Il y a des questions tout à l'heure justement sur quel type d'échantillon il y avait, j'espère que vous êtes servis. Donc voilà, au niveau du genre, on a une représentation de 54% de femmes, pardon, et voilà, et 45% d'hommes. Le domaine d'études, donc on voit qu'il y a une représentation assez importante de la filière sciences et techniques, lettres langues à 17%, éco, droit, gestion, administration à 22%. Ensuite, c'est sciences humaines et sociales. Bon, là, c'est pas détaillé, mais nous, quand on avait posé la question, on avait détaillé aussi si les étudiants étaient en psycho ou pas, dans le sens où ça pouvait du coup avoir une influence effectivement sur leurs réponses et puis sur l'évolution de leurs connaissances, de leurs croyances, de leurs intentions, etc. Donc ensuite, voilà, santé-médecine, on n'a que 5%, mais c'est aussi des étudiants qui se retrouvent peu du coup dans les résidences du Crous, il y a moins de boursiers. Ensuite, agriculture, management, sport, commerce, communication et enseignement. Voilà, au niveau de l'année d'études, on a majoritairement des étudiants de première année. Ensuite, c'est des étudiants de deuxième année, et ensuite, c'est à peu près équivalent sur troisième, quatrième et cinquième année. Et on a très peu d'étudiants en sixième année de doctorat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population des étudiants qui vivent en résidence, c'est plutôt une population jeune, de primo-arrivants, d'étudiants qui entrent dans les études supérieures, voilà, pour les premières années. Et puis après, c'est des étudiants qui vont partir en colocation ou vers un logement individuel, a priori. À part pour les étudiants étrangers, qui arrivent un peu plus tardivement dans le cursus, plus en parcours éventuellement master, et qui là peuvent être des étudiants aussi plus âgés et dans des filières, voilà, des années d'études supérieures. Pour le lieu d'études, du coup, donc on a 3 quarts des étudiants qui viennent de l'université, un petit peu IUT, BTS, très peu du coup de classes préparatoires aux grandes écoles, mais on sait qu'ils sont plutôt dans des internats, dans les lycées que dans les résidences du Crous. Et puis ensuite des étudiants qui viennent des écoles. Et quelques autres étudiants. Au niveau de l'origine, donc, on a quand même plus de 30% qui viennent d'un autre pays que la France, ou qui viennent du coup en dehors de France métropolitaine. Et ensuite, au niveau du logement, donc on avait tiré au sort en fonction de la répartition existante, réelle, du nombre de chambres traditionnelles, rénovées, studette, unité de vie, studio, T1 et un bis. Alors, peut-être pour préciser si certains ne voient pas, donc les chambres traditionnelles, il y en a encore très très peu, il n'y en a que dans la résidence Mermoz. Et du coup, c'est vraiment. Donc les chambres traditionnelles, pardon, les chambres rénovées, il y a juste un lit avec le lavabo, je me trompe, un lit avec le lavabo, c'est ça. Un bureau, bien sûr, des bagarres, voilà. Et c'est juste que les chambres traditionnelles, du coup, elles n'ont pas été rénovées, contrairement aux chambres rénovées. Les studettes, dedans, il y a une cabine de douche, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, les unités de vie, c'est comme des appartements partagés, en fait, où du coup, ça y a vraiment une porte qui ferme un espace plus grand avec effectivement différentes petites chambres. Voilà. Les studios et les terrains sont sensiblement la même chose, il me semble que c'est surtout une question de mètres carrés. Voilà. Et ensuite, donc il y a la cuisine intégrée, voilà, et les sanitaires. Oui, oui voilà. Donc, dans les studios, on n'a que la cabine de douche, et ensuite dans les studios, on a et la douche, enfin, et la salle de bain, et la kitchenette. Le studio était 1, les T1 bis, c'est juste un terrain qui est un petit peu plus grand, et puis les T2, bien sûr, c'est avec une chambre séparée, c'est ça ? Si on a porté autant d'attention au logement, c'est aussi sur la base de constat du Crous que finalement, plus les résidences sont rénovées, effectivement, plus on supprime les espaces communs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de confort au sein même des chambres et que ça pourrait être un facteur d'isolement. Et donc, qui dit isolement, dit peut-être aussi moins de ressources pour l'étudiant, moins de capacité à créer des liens, donc plus de risque d'être en mal-être, etc.
même si voilà, dans les CROUS actuellement, il y a toute une politique aussi pour justement réanimer ces lieux de vie et créer plus de liens sociaux dans les résidences. Du coup, on a comparé les échantillons donc entre groupes au pluriel en phase 1, donc qui sont comparables au niveau de l'âge, des connaissances sur la dépression et le suicide et des intentions. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on fasse encore 2 analyses statistiques, mais on leur vous présente vraiment les résultats qu'on a eus des statisticiens. Et ensuite, par contre, ils sont différents au niveau du genre, de la connaissance des Atsiawers ou de l'attitude. Donc au niveau du genre, c'est ce que je disais, il y a plus d'étudiants de garçons dans le groupe 1 parce que justement il y a la résidence Jussieu qui est une très grosse résidence et qui est juste à côté du campus de la Dua où on est plutôt sur les sciences, on est sur les sciences et techniques. Donc voilà, il y a cette différence à ce niveau-là. Au niveau de la connaissance des Atsiawers, il y a une différence entre les groupes parce qu'effectivement dans le groupe 3, vu qu'il n'y a pas d'Atsiawers, les étudiants ne connaissent pas les Atsiawers, donc ça paraît plutôt logique. Et ensuite, au niveau de l'attitude, si dans le groupe 1 et dans le groupe 2, elle est légèrement meilleure dès le départ, comparée au groupe 3. Donc peut-être ça peut être une hypothèse que voilà, le fait qu'il y ait les Atsiawers qui soient dans la résidence depuis un certain temps peut aussi avoir un impact justement sur l'attitude envers la consultation de psychologue aux Atsiawers. Je me permets juste un petit rappel. On dit ça toute la journée, le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Pour rappel, le groupe 1, quand on vous dit le groupe 1, c'est le groupe qui a eu vraiment le package total, le programme complet. Le groupe 2, c'est ceux qui ont eu plus les Atsiawers. Et le groupe 3, c'est le groupe contrôle, où il n'y a pas eu d'intervention. Donc ensuite, on a comparé du coup les étudiants ayant répondu seulement en phase 1 et ceux qui ont répondu aux 2 phases, pour voir finalement si dans les pertes de vue, il n'y avait pas une différence significative sur certains indicateurs, certains critères. Donc ils sont comparables au niveau de l'âge et du genre, du lieu et du domaine d'études, de la connaissance des Atsiawers et ensuite du nombre d'étudiants en détresse, en dépression et puis en risque suicidaire. Et par contre, ils sont différents au niveau des années d'études, c'est-à-dire qu'on a un peu moins d'étudiants en Master 2, principalement, mais qui peut en tout cas s'expliquer, en tout cas c'est une hypothèse, par le fait qu'ils aient des stages qui bougent, du coup il y a une mobilité étudiante assez forte. Et au niveau de l'origine géographique, on a environ un peu moins on a quand même pas mal, beaucoup moins d'étudiants qui viennent d'un autre pays que la France. On a beaucoup moins, dans ceux qui ont répondu aux 2 phases. Donc là, il y a 2 hypothèses. Du coup, c'est peut-être ce dont vous parliez, Madame Maloney, de l'adaptation, de l'ajustement du programme aux étudiants qui viennent d'une autre origine que la France. Mais il y a aussi, peut-être aussi tout simplement, le fait que les étudiants Erasmus qui, au second semestre, ne sont plus là. Donc voilà, effectivement, là, on a un petit flou là-dessus. Alors, concrètement, comme on vous disait, l'évaluation portait sur est-ce que ce programme est bien reçu, bien accepté par la population et est-ce qu'il est efficace. Donc au niveau de la réception, voilà les chiffres qu'on peut vous présenter. Là, il y a quand même un consensus sur le fait que c'est un programme qui est très très bien accepté. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur le premier volet et qui là est confirmé. Donc on a quand même 46% d'étudiants qui ont participé au premier recueil. Il faut savoir que c'est un chiffre qui est quand même très très important en recherche et particulièrement en recherche interventionnelle. C'est rare d'avoir des chiffres comme celui-ci. Donc c'est comme ça qu'on a quand même un échantillon conséquent de plus de 1300 participants. Sachant que c'est intéressant de mettre en parallèle avec le pourcentage de refus. On a seulement 0,9% des étudiants qui ont refusé de participer. C'est-à-dire, alors on considère là-dedans les étudiants qui ont vraiment dit non, je ne souhaite pas participer, ou repasse plus tard et qui n'ont jamais rouvert leurs portes. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui n'ont pas répondu, mais par exemple, ils n'étaient pas là aux différents passages des étudiants, où voilà, certains, on soupçonne qu'ils étaient là et qu'ils n'ont pas souhaité ouvrir, mais on ne sait pas vraiment. Voilà. Ensuite, sur la phase 2, donc on en a à nouveau 50% de l'échantillon de la phase 1 qui a répondu. Donc là encore, c'est un taux très important. Et pareil, à mettre en parallèle avec les seulement 5,3% de refus. Donc c'est quelque chose qui montre vraiment que la démarche est bien acceptée. J'ai pas les chiffres en tête du nombre de participations spontanées. Ça faisait 0,9%. Voilà, donc on a autant de refus que de personnes qui veulent participer spontanément. Donc c'est quand même intéressant.
Au niveau de la deuxième intervention de prévention, donc là sur le groupe 1 seulement, quand on repasse la deuxième fois pour approfondir les choses, là aussi on en a quand même 2 tiers qui souhaitent participer. Donc là encore, ils ont eu finalement une bonne expérience, ils sont la majorité à vouloir reparticiper. On peut penser aussi que ceux qu'on n'a pas réussi à revoir soit étaient partis, soit c'était un moment où ils n'étaient pas là malgré nos nombreux passages, mais donc on a quand même un grand nombre qui a envie de reparticiper et de rencontrer le stagiaire. Des taux encore plus intéressants, c'est ceux qui finalement souhaitent connaître les résultats de la recherche. On en a quand même plus de 8 sur 10 qui veulent avoir une information sur la recherche. C'est pas anodin. Alors on peut dire que c'est du déclaratif, peut-être que quand on a accepté de participer à un questionnaire, on a du mal à dire bah non ça m'intéresse pas, même si j'ai rempli ton questionnaire, je peux en savoir plus. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle l'ouverture du mailing. Pour cette restitution, on a invité les 85% qui souhaitaient avoir des informations à venir. Alors, vous voyez, on n'est pas submergé d'étudiants, mais au moins, on en a quand même eu 1 sur 2 qui a ouvert ce mailing pour avoir l'information. Et là aussi, sur les taux d'ouverture de mailing, on est sur quelque chose de très très bon. Il faut savoir que sur les mailings les plus ouverts de manière générale, on est autour de 19-20%. Donc là aussi, ça montre un véritable intérêt par rapport à cette recherche-action. La plupart aussi ont dit qu'ils étaient d'accord de répondre à un formulaire en ligne. D'ailleurs, un grand nombre de stagiaires nous ont fait remonter que quand ils passaient en deuxième intervention ou lors du questionnaire de fin d'année, les étudiants leur disaient alors le questionnaire, je ne l'ai pas reçu, ça en est où? Alors qu'on ne leur avait pas précisé que c'était plus tard dans l'année. Donc il y a une vraie attente par rapport à ça. Et puis en dernier lieu, là, un chiffre qui est sans conteste, il y en a quand même 100% qui se prononcent en faveur d'un renouvellement de l'action quand on les interroge à la fin de l'année. Alors pour être tout à fait honnête, il y en a un qui a dit que non et pensait que c'était pas utile de renouveler. Voilà. Donc on doit être à 99,999. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils aiment dans ces interventions, les étudiants? Il apparaît 3 éléments principaux. Alors, en majorité, dans les réponses, il y a près de 250 réponses où les étudiants disent en fait, c'est qu'on s'intéresse aux étudiants. Voilà, c'est ça qui me parle et qui fait que j'ai trouvé ça intéressant. Vient aussi la question d'en savoir plus sur les happy hours, avec plus de 50 réponses qui concernent cet élément-là. Et en dernier lieu, de parler d'un stagiaire psychologue. Voilà, ça fait la différence. On a aussi réalisé quelques entretiens auprès du personnel de résidence, donc pour voir comment ils recevaient le programme, quelle perception ils en avaient. Donc en résumé, on a trouvé des professionnels sociaux qui étaient très concernés par le bien-être des étudiants. Ça fait vraiment partie de leur rôle au quotidien. Et donc ils perçoivent bien l'utilité des happy hours avec les permanences de psychologues. Mais ce qui pouvait aussi ressortir, c'était qu'il y avait un aspect qui reste confidentiel, voire distant, dans le sens où j'avais parfois demandé du coup, est-ce que vous avez orienté des étudiants vers les happy hours? Donc c'est arrivé plusieurs fois. Et après j'ai demandé, mais est-ce que du coup vous avez eu un retour sur comment ça s'était passé? Est-ce que l'étudiant, ça s'est bien passé? Est-ce que ça lui a apporté quelque chose, etc. Et il était ressorti presque à chaque fois que, disons, c'était pas quelque chose qu'ils osaient du coup demander. Ce que je peux comprendre du coup pour l'aspect confidentiel, mais du coup il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui se passe dans ces consultations, mais juste d'avoir un petit retour dessus. Donc il y avait cet aspect-là, et puis aussi pour certains un aspect un peu distant dans le sens où même si on propose, par exemple, si l'Institut me propose des formations pour mieux repérer et pour gérer des étudiants qui ont des situations de mal-être importantes, mais en fait je ne vois pas forcément ce que je peux faire, je ne vois pas forcément le lien avec moi, et puis parfois il est aussi ressorti que du coup c'est quelque chose on ne sait pas ce qui se passe dans ces consultations, c'est quelque chose de pas palpable et qui fait ressortir une certaine distance qui n'a priori pas un problème en soi, mais qui nous fait nous questionner sur la question des normes en fait dans la résidence. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal du coup d'aller recourir, dont on peut au moins se poser la question alors comment ça s'est passé, et qui va venir en fait aussi favoriser le fait d'y penser, parce que ça fait partie du quotidien et ça fait partie un peu du paysage de la résidence, que de se dire il y a des happy hours, est-ce que tu y es allé et comment ça s'est passé. Donc du coup juste on se questionnait sur cet aspect qui pouvait peut-être diminuer éventuellement le relais important que sont déjà à mon avis le personnel de résidence, et du coup on se disait que peut-être pour les prochaines mises en place il fallait mieux peut-être penser ce lien justement avec le personnel. Voilà.
Sachant que les personnes interrogées sont à des fonctions différentes au sein de la résidence. Oui, voilà. Alors, effectivement, je ne vais pas préciser, il n'y a pas énormément, on n'a pas fait un grand échantillon. Voilà, c'est du qualitatif, hein, ce n'était pas des questionnaires. Donc, c'est pour ça que c'est des hypothèses et c'est des questionnements qu'on présente plus. Mais il y avait différentes personnes, veilleurs de nuit, agents d'accueil, il y a aussi des directeurs de résidence. Donc, voilà, on a essayé de varier un petit peu au minimum qu'on pouvait. Du coup, on va parler donc, de l'efficacité du programme. Donc, dans les objectifs qu'on avait donnés plus tôt, il y avait la question du coup, de diminuer l'aggravation de la détresse psychologique en dépression et crise suicidaire. Donc, c'est les premiers résultats qu'on va vous présenter, donc avec donc, le pourcentage d'étudiants. Voilà, on a donc en bleu les résultats qui représentent le programme complet, en orange-rouge le programme simple et en jaune le groupe contrôle. Donc on voit au niveau de la variation de la détresse psychologique qu'on passe, qu'on est déjà à un niveau plus bas, au niveau des étudiants du programme complet, mais malgré ça, on a réussi quand même à diminuer ce nombre d'étudiants en détresse psychologique. Il y a aussi une baisse dans le programme simple et par contre, on voit que dans le groupe contrôle, il y a très très peu de variations. Donc voilà, c'est une belle tendance. C'est pas une tendance en fait même, c'est que, alors au départ, en phase 1, donc au début de l'action, la différence entre les groupes, vous voyez, ils n'ont pas tous le même pourcentage d'étudiants en détresse psychologique et la différence entre les groupes n'est pas significative. Par contre, à la fin de l'année, il y a une baisse donc, sur le groupe qui a eu le programme complet et le programme simple. Et là, à ce moment-là, cette différence, elle est significative. Donc on a vraiment réussi à agir sur la diminution des détresses psychologiques dans le programme complet. Au niveau du coup, des étudiants qui présentent un épisode dépressif majeur, là encore on voit une diminution du pourcentage d'étudiants dans le groupe avec le programme complet. Par contre, on a une augmentation dans le groupe avec le programme simple, ce qui est questionnant. Et ensuite, on voit aussi quand même une diminution dans le groupe contrôle. Donc là, pareil, le niveau était, le nombre d'étudiants en dépression est plus faible dans le groupe avec le programme complet. On a quand même une diminution en phase 2. Sur les résultats statistiques, on n'a pas encore tous les résultats, mais sur la variation, il n'y a pas forcément de différence, mais on attend du coup des résultats complémentaires sur la différence entre phase 1 et phase 2. Pareil pour le niveau de sévérité de l'épisode dépressif majeur. Donc là, on est donc sur le score qui, au global, sur le programme complet, on passe de 31 à 19. Donc pour préciser les niveaux, donc de 0 à 11, on est à un niveau minimum. De 11 à 19, on est à un niveau léger. De 19 à 28, on est à un niveau modéré. Et de 28 au reste, on est à un niveau sévère. Donc du coup, dans le programme complet, on passe d'un niveau sévère à un niveau modéré, léger, voilà. Tandis que dans le groupe avec le programme simple, il y a une augmentation de léger à sévère, et tandis qu'on reste à peu près constant au niveau du groupe contrôle. Donc voilà, on voit encore la même tendance sur cette courbe, avec le groupe de résidence qui a reçu le programme complet. Il y a vraiment une baisse plus importante en phase 2 du niveau de sévérité du nombre d'étudiants qui présentent un épisode dépressif majeur et puis du nombre d'étudiants qui présentent une détresse psychologique. Alors, si on regarde un peu plus précisément au niveau du suicide, pour le coup, donc dans l'échelle de dépistage du suicide, il y a différents items, et là, on va vous présenter du coup les variations sur chaque item. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, de manière là aussi conséquente, sur le groupe qui a eu un programme complet, on peut voir que sur l'item « Au cours du mois écoulé, as-tu pensé qu'il valait mieux que tu sois mort ou souhaitais être mort ?» ce qui vous donne quand même une idée des questions qui sont posées directement porte à porte.
c'est pas rien. Donc les étudiants répondent, et ce qu'on peut voir, c'est que quand on intervient avec les actions de prévention, on a une véritable réduction de validation de cet item-là au cours de l'année. En revanche, on va avoir une augmentation sur le programme simple et quelque chose de stable sur le programme, sur le groupe contrôle. Donc, ce qui permet là aussi de conclure que c'est efficace pour changer cet item-là. On voit la même chose exactement sur l'item au cours du mois écoulé, as-tu voulu te faire du mal, sauf qu'on a aussi une augmentation sur le groupe contrôle de présence de cet item-là. On est sur le pourcentage de validation de l'item. C'est-à-dire qu'ils ont répondu oui à cette question-là. Pareil, la question au cours du mois écoulé, as-tu pensé à te suicider? Donc, écoutez, on est ravis, puisque sur le programme complet, on en avait au début de l'année, il n'y en a plus du tout à la fin. Par contre, voilà, plus inquiétant, puisque sur le programme simple et le groupe contrôle, ça augmente. On a encore la même chose, là du coup c'est un petit peu différent sur as-tu établi la façon de te suicider, avec un échantillon qui ne bouge pas en programme complet, donc a priori on ne leur donne pas des idées de moyens. En revanche, sur le programme simple, on a une augmentation. Là où il y a quelque chose qui sera creusé, c'est sur le groupe contrôle, on a une diminution de cet item-là, qu'on n'a pour l'instant pas d'explication sur pourquoi dans cet item-là et ce groupe-là, il y a une diminution de cet item. Et alors du coup, au niveau des Happy Hours, donc on a pu voir que connaître les dispositifs présents, c'était notre présupposé que c'était quelque chose qui permettait à terme de réduire la détresse. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très intéressant, puisqu'effectivement, sur le groupe 1, on a effectivement une bien meilleure connaissance des Happy Hours à la fin de l'année qu'au tout début, sachant que sur les groupes, ils étaient comparables au départ. Donc là, on a pu observer la variation et voir que c'était significatif, c'est-à-dire que significativement, à la fin de l'année, les étudiants qui ont le programme complet connaissent mieux les Happy Hours qu'en groupe 2 et 3. Alors on peut voir qu'en groupe 3, ça augmente aussi pas mal, ce qui peut interroger, mais paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, dans le questionnaire, on leur demandait « Est-ce que vous connaissez les Happy Hours ?» Voilà ce que c'est que les Happy Hours. Donc en fait, on leur donnait la réponse en leur posant la question quelque part. Donc forcément, il y a quand même une augmentation de la connaissance sur le groupe 3, mais elle est quand même bien moindre que dans le groupe 1. Donc ce qui montre qu'il y a effectivement un effet en plus de passer en prévention et pas juste poser une question, donner une info, et que c'est aussi par le travail, le questionnement et l'intervention qu'ont fait les stagiaires qu'on peut avoir une véritable amélioration de ce système-là. Comme on disait, il y a une forte communication dans les résidences qui est faite sur les Happy Hours, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que les stagiaires ont dû vous dire durant les interventions, ils ne se contentaient pas de donner le flyer et de donner des informations, ils amenaient vraiment les étudiants à se poser la question quand est-ce que sont les Happy Hours selon toi, quand est-ce que ce serait le moment le plus judicieux, etc. Et le fait de poser des questions amène au niveau de l'intégration de l'information à retenir mieux et à s'approprier cette information. Alors, qui dit connaissance dit pas nécessairement comportement. Là, néanmoins, il y a quelque chose également positif, puisque quand on interroge les étudiants qui arrivent aux Happy Hours, parmi les questions, on leur demande comment ils ont connu ce dispositif. Et là, on a un étudiant sur 3 qui vient, entre autres, parce qu'il a eu une intervention en porte-à-porte. Alors, de même, une variable intermédiaire, c'est l'intention de recours, c'est-à-dire que pour qu'il y ait diminution d'adresse, etc., à nouveau, il faut avoir une intention de recours qui soit plutôt positive. Et là, on voit des choses intéressantes, puisque c'était une question qui était posée avec différents items, là encore, où on essayait de détailler différentes situations pour voir si l'étudiant recourait au professionnel, s'il est en dépression, s'il a des idées suicidaires, s'il n'a plus envie de rien, etc. Ce qu'on voit, c'est que sur ces 3 premiers items, donc la dépression, l'idée suicidaire et plus envie de rien, on a des différences significatives. Donc l'intention augmente dans le groupe qui a eu les interventions. Donc l'intervention fonctionne pour favoriser une intention positive en cas de dépression, des suicidaires ou plus envie de rien, qui est un item de dépression. On a également les différences entre les deux, le groupe qui est le programme complet et le groupe simple et le groupe contrôle sur les items si je me sens triste constamment pendant 2 semaines ou si je ressens une tristesse qui m'empêche de faire des choses habituelles de mon quotidien, qui sont des indicateurs très précis de la dépression. Ce qui veut dire que les étudiants qui ont l'intervention de prévention ont bien compris, ont bien identifié et ont bien en eux aujourd'hui les repères, leur permettant de savoir que ces 2 signaux-là doivent les interpeller et amener à consulter un professionnel de santé mentale. Et l'intention est du coup bien meilleure dans ce groupe-là, ce qui montre que là aussi l'intervention est efficace. Là où on n'a pas de différence, c'est sur si je sens que je ne vais pas bien.
coup de blues, baisse de morale, déprime, ça c'était précisé dans la question. Alors, ce qu'on peut faire comme hypothèse, déjà de lui, c'était pas l'objectif de l'intervention, puisqu'on n'est pas à prévenir la détresse, comme on l'a dit, mais l'aggravation. Et ensuite, c'est vrai que c'est un item quand même qui reste un peu flou. Ça reste quelque chose d'assez vague de dire si je vais pas bien, effectivement, on n'est pas allé chez le psy dès qu'on a un tout petit coup de blues. Donc c'est même plutôt positif, puisque c'est pas du tout le message qu'on envoie de recourir au psy à tirer la rivaux non plus. Juste pour, parce que du coup on a posé des questions sur l'intention de recourir aux Happy Hours pour soi, mais il y avait aussi des intentions de dire à un ami d'aller voir la psychologue des Happy Hours si je vois qu'il est en dépression, si je sais qu'il y a des émotions, etc. On a aussi des différences significatives entre le groupe 1 et 3 sur les mêmes thèmes, il me semble. Après, on n'en a pas sur le groupe 1 et 2, ni groupe 1 et 3. Donc en fait, on a une amélioration de l'intention pour soi qui est meilleure que par rapport que pour les autres, sachant qu'au départ, généralement, l'intention de recommander, disons, à quelqu'un est souvent déjà au départ meilleure que pour soi. Donc, ce qui explique aussi cette différence. C'est pas significatif, mais il y a la tendance quand même. Oui, voilà, c'est ça. Alors, dans le questionnaire qui est passé en deuxième phase, donc à la fin de l'année, on pose aussi des questions aux étudiants sur le kit qu'ils ont reçu. Donc les étudiants du groupe 1 qui ont le programme complet. Donc là aussi, il y a une bonne réception et une certaine efficacité de cet outil de prévention, puisque 85,4% des étudiants qui ont reçu le kit ont utilisé au moins un élément du kit. Et ce qui est encore plus probant, c'est que 100% des étudiants qui ont reçu le kit l'ont montré à d'autres personnes. Donc ça rejoint vraiment cette idée de diffuser le programme plus largement, qu'il y ait de nouvelles normes qui se créent dans le groupe d'étudiants, que les étudiants eux-mêmes, les étudiants qui ont reçu l'intervention, puissent être vecteurs aussi de ça dans leur groupe. Dans leur groupe de pairs. C'est-à-dire avec le kit, ça permet de parler de la santé mentale, du mal-être, éventuellement des dépressions et du suicide. Du coup, juste là pour les questions qu'on a posées, vu que c'était un peu c'était nouveau, le kit de prévention, on n'a pas forcément mis d'items précis comme pour d'autres questions du questionnaire, et on est resté sur justement quelques points positifs et une réponse vraiment ouverte. Voilà, il faut qu'on retraite encore plus précisément qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié. Mais voilà, c'était juste pour préciser la façon dont on a posé la question. Voilà, donc on vous donnera pas le contenu de ce qu'ils trouvent vraiment positif et négatif. Comme le disait Maïva, on n'a pas encore tout traité. Le chocolat Le chocolat qui était noir alors qu'ils n'aiment pas le chocolat noir, ou la pochette qui était trop fluo, ou... Ça, c'est ce qu'ils n'aiment pas. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Et ce qu'ils aiment, ils aiment le chocolat, ils aiment les mouchoirs, ils aiment l'affiche. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a une grande majorité d'étudiants, donc 91,5%, qui trouvent au moins un point positif à ce kit, et il y en a encore plus de la moitié qui trouvent 2 points positifs. Concernant les points négatifs, on a un peu plus d'un tiers qui trouvent un point négatif, et on tombe plus qu'à 1,9% pour ceux qui arrivent à évoquer 2 points négatifs sur le kit. Et vous pouvez donner 5 points positifs et 5 points négatifs. Voilà. On a fait le même travail ensuite sur le site internet. Alors là, les résultats sont un petit peu moins probants, tout simplement parce que notre action a été quand même beaucoup moins ciblée sur le site internet. Il est vrai que le kit devait renvoyer vers le site internet. Les étudiants faisaient aussi une petite information en intervention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'action aussi ciblée que sur les autres éléments du programme. Du coup, on n'a que 10% des étudiants qui ont visité le site internet, une fois qu'on revient les voir à la fin de l'année. Ils sont néanmoins assez positifs, puisqu'il y en a 86,6% qui trouvent un point positif à ce site, encore 40% qui évoquent 2 points négatifs et un quart qui évoque un point négatif. Autre aspect qu'on a pu questionner, on leur a demandé si finalement ils avaient pu parler de certains sujets avec d'autres personnes après les interventions de prévention. Donc on leur a demandé est-ce qu'ils avaient parlé de la dépression, du suicide, des happy hours ou du recours aux psychologues autour d'eux.
Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les groupes, ça a permis que ces sujets-là soient abordés avec d'autres personnes, donc, que ce soit des amis, de la famille, des voisins dans la résidence, des enseignants, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que manifestement, ça a quand même suscité beaucoup plus de questionnements dans le groupe 2 et 3, sûrement parce que en groupe 2 et 3, on leur pose des questions justement sur leurs croyances et connaissances sur le suicide, mais on ne leur apporte pas tellement de réponses. Tandis que sur le groupe 1, ils ont vraiment un temps dédié avec l'intervenant pour pouvoir discuter de ces thématiques et peut-être avoir déjà des pistes de réponse. Juste, il y a une différence quand même. C'est juste les happy hours dans le groupe 1, ils en parlent le plus. Et pour ce que tu viens de dire sur justement dans les groupes 2 et 3, on parle plus finalement des psys de manière générale et de la dépression et du suicide, ça peut du coup aussi poser question sur dans la stratégie, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place en amont, qui peut-être en amont viendrait faire plus parler de ces thématiques pour ensuite mettre d'autres actions en place qui viendraient ensuite du coup soutenir toujours dans cette idée de créer des normes, de créer du partage autour de questions encore taboues. Il y a sans doute vraiment un effet d'amorce qui fait qu'on amène la discussion avec le questionnaire et comme on n'apporte pas de réponse, on a besoin d'en parler autour de soi pour la trouver, parce qu'on va voir d'ailleurs que c'est quelque chose qui change avec le programme, aussi les connaissances qu'ont les étudiants du groupe au programme complet sur la dépression et le suicide. Donc a priori, ils ont trouvé la réponse dans l'échange avec l'intervenant. Oui, donc là du coup on a regardé un peu au niveau plus de l'efficacité du programme sur la dépression, le suicide, et puis les intentions de recours. Et puis on avait parlé tout à l'heure de la question des connaissances et des croyances sur la dépression et le suicide, comme du coup, si on les améliore, du coup on pourra améliorer le recours. Donc là c'est ce qu'on va vous présenter. Donc là déjà un petit descriptif en première phase sur l'ensemble des groupes. Donc les connaissances et les croyances sur la dépression. Il faut peut-être expliquer ce que c'est cet item. En fait, voilà, ils ont un petit quiz, entre guillemets. Oui. Ils ont tous ces items qui leur sont présentés. Ils doivent dire si l'item est vrai ou faux. Donc la dépression et la déprime, c'est la même chose. Ils doivent dire s'ils trouvent que c'est vrai ou faux. On vous a mis un petit code sur le côté. Donc quand il y a une croix rouge, c'est faux. Et quand c'est une flèche verte, c'est vrai. Oui, donc du coup, on voit que globalement, il y a plutôt des bonnes connaissances et croyances sur la dépression. Il y a quand même des items, donc ça reste encore assez mitigé, notamment on peut parler de dépression quand la tristesse est constante pendant au moins 2 semaines. Mais donc globalement, voilà, on voit que c'est plutôt positif, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est négatif, parce que dans le sens où dans les échanges, certes, il s'agit d'améliorer ses connaissances et ses croyances, mais il s'agit aussi de valoriser et de renforcer ce qu'il y a déjà. Donc ce ne serait pas la même chose, peut-être, si on était juste dans quelque chose de l'apprentissage et de déverser de nouvelles informations, plutôt que de renforcer aussi ce qu'il y a d'existant. Voilà. Donc là, les résultats... Là, c'était une étude d'ensemble, et là, on va vous détailler chaque item, en fait. Alors, pas tous, mais... le graphique, ça représente le pourcentage d'étudiants ayant correctement répondu. Qu'importe que ce soit vrai ou faux. Donc la dépression et la déprime, c'est la même chose. Donc dans le programme complet, au départ on était plus bas que dans les autres groupes, et on voit qu'à la fin on est plus haut que dans les autres groupes. Donc il y a une jolie variation, une amélioration, qui est significative du coup, entre le groupe 1 et le groupe 2. Et par contre, du coup, on voit que dans le programme simple, il y a une diminution. Et dans le groupe contrôle, il y a aussi une augmentation. Voilà, peut-être que ça peut être dû au fait que les étudiants plus en sciences humaines et sociales, mais ce sera encore à creuser du coup au travers d'autres analyses statistiques plus précises pour voir quel groupe. Est-ce qu'il y a des groupes qui se dégagent en fait au niveau justement de ces différentes améliorations. Donc on a comparé du coup entre les groupes, mais aussi on a comparé entre ceux qui ont reçu 1 ou 2 interventions de prévention. Donc pareil en phase 1 et en phase 2. Donc en bleu, c'est ceux qui ont reçu 2 interventions de prévention, donc a priori le programme complet, si on peut appeler ça comme ça. Et en rouge, ceux qui ont reçu une seule intervention de prévention. Et là,
on voit qu'il y a une augmentation assez forte entre la phase 1 et la phase 2 pour ceux qui ont reçu des interventions de prévention. La variation n'est pas significative, mais il y a quand même une très très forte augmentation, tandis que dans le groupe où il y a une seule intervention, on reste assez stable. Voilà. Donc on a la même tendance entre les deux graphiques. Ensuite, la dépression est une maladie. Pareil, on voit qu'on passe de 69% à 78% pour le groupe ayant reçu le programme complet. Une différence significative avec le groupe 3. Tandis que du coup, dans le programme simple, on a une légère augmentation et dans le groupe contrôle, on a même une diminution. Et sur le graphique de droite, il y a la même tendance, bien du coup la différence entre l'intervention 1 et 2 soit plus ténue. Ensuite, la dépression, ça passe tout seul. On voit aussi donc, une augmentation au niveau entre les groupes, une augmentation au niveau du programme complet entre la phase 1 et la phase 2, différence qui n'est pas significative. En fait, c'est à peu près la même augmentation dans les trois groupes. Même si, alors qu'ils avaient des connaissances, qu'ils avaient déjà bien correctement répondu à ce système, ça augmente encore. Mais par contre, on voit une différence très nette entre ceux qui ont reçu une ou deux interventions. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, c'est vrai que la première intervention était plus centrée vraiment sur le fait de bien connaître les Axi Hours, de lever les freins concernant les Axi Hours, et que la deuxième intervention était plus centrée sur les connaissances et les croyances sur la dépression et les suicides. Donc, voilà, ce qui explique certainement du coup, tous ces résultats. Voilà, et on peut parler de dépression quand la tristesse est constante pendant au moins 2 semaines, donc c'était un item qui était très mitigé tout à l'heure, on avait presque 50-50 de vrai-faux. Là, du coup, on voit pareil une augmentation donc, de 50% à 76% pour le programme complet et de 52% à 79% pour le groupe ayant reçu 2 interventions, comparé à celui ayant reçu une intervention. C'est vrai que souvent, quand on leur demande à partir de quand tu penses qu'il faut s'inquiéter, voilà, des fois 2 semaines, ça peut leur paraître assez court. Et c'est vrai qu'aux Axi Hours, on voit des étudiants qui arrivent souvent en ayant déjà un bon parcours de souffrance derrière eux. Alors, même principe de ce petit quiz sur les croyances et les connaissances. Donc là, cette fois, on a interrogé leurs croyances et leurs connaissances sur le suicide. Donc, avec différents items, vrai ou faux. Là aussi, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont plutôt de bons résultats, de bonnes connaissances et des croyances assez correctes sur le sujet. Néanmoins, il y a quand même des items qui sont contestables et c'est des items qui sont très importants quand on veut agir en prévention de ces phénomènes. Donc, on va les étudier un petit peu plus précisément. Donc, il y a notamment l'item « se suicider est un choix personnel ». Donc ça, c'est très important pour nous à considérer, parce que si on pense que c'est un choix, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, hein, c'est la liberté de la personne. Donc, ce qu'on peut voir au niveau du nombre de personnes qui répondent correctement, on part déjà avec un niveau de connaissance qui est moins bon dans le groupe qui est le programme complet et qui augmente très fortement à la fin du programme, donc après les interventions, tandis que ça diminue légèrement sur les autres groupes. De la même façon, comme on l'a déjà vu avec les items sur la dépression, il y a une vraie plus-value d'avoir 2 interventions, et notamment la deuxième intervention qui cible ces questions sur la dépression et sur le suicide. Et on voit une très nette augmentation, une très nette amélioration des étudiants qui ont reçu la deuxième intervention. Les stagiaires vous en ont peut-être parlé, c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué à questionner, parce que c'est vraiment des croyances très, très fortes et très incarnées, le fait que oui, c'est la liberté de chacun de pouvoir disposer de sa vie, et c'est un choix, et non pas la connaissance du fait que c'est vraiment la souffrance qui amène ça et qu'on peut agir dessus. Peut-être que j'imagine que les stagiaires vous ont parlé des différentes images qu'ils ont pu utiliser dans les interventions de prévention. Voilà, ça fait un peu preuve vraiment de créativité pour pouvoir justement permettre aux étudiants de se représenter qu'est-ce que ça veut dire cette question de ce n'est pas un choix personnel et c'est la situation qui nous mène à ne voir que le suicide comme porte de sortie à la souffrance. Tu peux peut-être donner l'exemple de la métaphore. Oui, la métaphore du tunnel, Imane, tu me dis si je me trompe, avec l'idée que on
un tunnel où il y a un incendie et que la fumée qui représente la souffrance, si je me trompe. Et donc on a des issues de secours sur le côté, mais vu qu'il y a toute cette souffrance, en fait, j'arrive plus à voir ces issues de secours sur le côté. Du coup, je vais juste en avant, et du coup, qu'est-ce qu'il y a en avant? C'est juste cette question de ma propre mort pour arrêter cette souffrance qui m'envahit. C'est la lumière au bout du tunnel. On voit que les cieux à la fin. Le trop noir. Ou trop noir. Ok. Autre item très important, c'est celui de si quelqu'un va mal, lui parler de suicide, peut lui en donner des systèmes, il est très important. Parce que bon, déjà, c'est ce qu'on illustre en venant leur en parler, mais c'est aussi comme ça qu'ils peuvent être vigilants entre eux et se poser la question éventuellement entre eux. Donc ce qu'on voit là aussi, c'est que les étudiants du programme complet partent avec un niveau de bonne réponse beaucoup plus faible que les autres groupes. Néanmoins, c'est le seul groupe qui améliore son taux de bonne réponse à la fin du programme. De la même façon, on voit encore cette tendance de vraiment l'intérêt des deux interventions pour améliorer ce changement. Le troisième item intéressant, c'est la plupart des décès par suicide ont lieu alors qu'il y avait eu peu ou aucun signe avant-coureur. Là aussi, c'est vraiment d'être dans la logique de la prévention et de pouvoir se dire je peux moi-même avoir des indices de mon mal-être et être vigilant sur le fait que je peux prendre en charge mon mal-être au plus tôt avant d'être dans cette situation. Donc on retrouve exactement les mêmes tendances que le groupe avec le programme complet qui a un niveau de connaissance moins bon en début de programme et qui est le seul à augmenter tandis que les autres groupes diminuent fortement. Et là également, la tendance très nette en faveur des deux interventions qui seraient beaucoup plus efficaces qu'un seul passage en porte-à-porte. Ensuite, on avait parlé du coup ce matin de la question de l'attitude. Donc là, on nous a remis la question de pour moi aller aux observances de la résidence si je ne vais pas bien en cours de l'année universitaire. Et donc, il n'y a pas de différence significative sur le score global. Il y a une différence significative au niveau de l'item est un comportement normal. Après, on voit aussi, par exemple, sur l'intention, il n'y avait pas de différence sur l'item si je ne vais pas bien, coup de blues, bête de morale, déprime. Donc peut-être que là, il aurait fallu préciser dans quelle situation on se retrouvait pour qu'il y ait éventuellement d'autres des différences significatives, ou peut-être pas. Mais ensuite, on a quand même fait des corrélations avec l'intention. Donc il y a bien une corrélation. Mais apparemment, c'est peut-être pas en tout cas ce qui est déterminant, comme on aurait pu éventuellement le penser au tout départ, sur la question de l'attitude, et que c'est peut-être plus du coup la question du repérage, de mon auto-repérage et de celui des autres, qui aurait du sens en tout cas, qui serait en jeu, plus précisément dans les interventions de prévention. Mais là, il nous reste encore vraiment à faire d'autres traitements statistiques pour pouvoir mieux cerner les relations justement entre les différents leviers qu'on a mesuré. Donc en conclusion, voilà, tous ces résultats nous permettent de vous dire qu'on est quand même très fiers de ce qu'on a compris cette année, je dois le dire. On a quand même un échantillon qui est conséquent, comme je vous le disais, pour une recherche en sciences humaines et particulièrement en recherche interventionnelle, avoir plus de 1300 participants en phase 1 et plus de 600 en phase 2, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui nous permet d'avoir des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer fortement. On a pu voir que par différents items, c'est un programme qui est très apprécié et bien accueilli par le public. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on s'était déjà basé en première... on avait déjà les résultats sur la première expérimentation, mais qui est confirmé ici, avec des étudiants qui ont envie de participer, qui ont envie que ce soit renouvelé, qui apprécient vraiment le programme. Alors, les solutions des thématiques, il ne faut pas oublier des problématiques qui sont tabous et pas faciles à aborder, surtout frontalement. Alors, on vient quand même leur dire bonjour, est-ce que vous voulez parler de dépression et suicide? Bah oui, apparemment, ils ont envie. Après, il ne suffit pas que ça leur fasse plaisir et qu'ils trouvent ça bien gentil, il faut que ce soit efficace. Et là aussi, on peut vous montrer quand même des résultats qui sont difficilement contestables. On peut voir qu'au niveau de la détresse, des épisodes dépressifs, de la crise suicidaire, donc qui sont quand même le but ultime, on a une réduction conséquente de ces chiffres-là sur les groupes, sur le groupe qui a le programme complet. Sur des choses un peu plus fines, c'est vrai que parfois c'est pas des différences significatives, c'est des tendances, mais il faut rappeler qu'au niveau des outils statistiques, on n'a pas toujours des outils suffisamment forts et on est sur quand même
relativement des petits échantillons. Quand on considère les étudiants qui sont en risque élevé, par exemple, on est sur une centaine d'étudiants, enfin en risque global, pardon, sur une centaine d'étudiants, donc forcément c'est plus difficile d'observer des différences, néanmoins on a quand même des tendances qui ne sont pas négligeables. On a pu voir du coup dans les leviers, en fait, on arrivait à modifier les connaissances, les croyances, l'intention de recourir et l'attitude, donc qui étaient nos présupposés que c'était en agissant là-dessus qu'on pourrait réduire détresse, dépression et crise suicidaire. Donc voilà, on peut aujourd'hui conclure au fait que le programme est efficace, avec une nuance qui est que finalement il faudrait qu'il y ait quand même deux passages, que la deuxième intervention est essentielle, sans doute parce que c'est celle qui est ciblée là-dessus, alors que la première était vraiment plus sur une connaissance du dispositif d'Happy Hour, ce qui n'est pas inutile non plus, mais qu'il y a quand même un seuil qui fait que c'est avec la deuxième intervention qu'on obtient ces résultats-là et que ça ne peut pas se dissocier. Et puis donc on a pu voir que ce sont des actions qui permettent de favoriser là aussi un recours aux Happy Hours, puisqu'on a bien le public qui était visé qui vient en consultation. En dernier lieu, voilà, on pense que c'est quelque chose, et on espère, qui peut être inspirante pour créer de nouvelles méthodes de prévention. C'est vrai qu'on a quand même un dispositif qui est plutôt innovant et qui montre des résultats prometteurs. Donc il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire dans le champ de la prévention, de la santé mentale et particulièrement du public étudiant dans le cas présent. Mais le dispositif tel qu'on le présente et l'action telle qu'on la présente, on pense que ça pourrait aussi fonctionner sur d'autres territoires avec d'autres publics et peut-être même dans un autre mode d'intervention. Ce qui vous est beaucoup détaillé en stand, c'est ce qu'on fait à l'intérieur même des interventions de prévention et c'est sans doute ça qui est efficient. Voilà. Oui, donc du coup, porte-à-porte, c'est pas fini et on a encore précisé les objectifs avec, suite à ces résultats et puis cette nouvelle expérimentation. Et donc on a reprécisé les objectifs qu'on avait montrés peut-être un peu plus déconnectés, enfin différemment en tout cas au départ, avec en premier, donc toujours pareil, la question du dépistage des étudiants en mal-être, pour les aider ensuite à prendre conscience de leur état, mais aussi plus généralement de favoriser la préoccupation de son état de bien-être ou de mal-être, que les étudiants aillent bien ou mal, en renforçant leur capacité à mettre en place des actions pour aller mieux ou pour soin de soi, et aussi en leur permettant d'identifier justement ces signes de mal-être et de bien-être, en renforçant leurs connaissances et en améliorant leurs croyances sur la dépression et le suicide, dans le but de permettre aux étudiants de considérer Aptitude en fait et ces différents dispositifs, donc les Happy Hours, le site internet notamment, comme une ressource justement pour aller mieux et prendre soin de soi. Et du coup, ça va être globalement en fait de faciliter justement cette mise en lien et ensuite la prise de rendez-vous avec les psychologues des Happy Hours, qui peut être par exemple un premier pas en fait vers une prise en charge, si du coup c'est adapté et que ça fonctionne bien dans ce dispositif. Ça peut être du coup de prendre en charge l'étudiant dans les Happy Hours, mais les Happy Hours sont en eux-mêmes un relais vers d'autres professionnels. Et donc c'est en ce sens-là que Aptitude du coup peut devenir vraiment une ressource à différents niveaux pour accompagner les étudiants à du coup, mieux vivre leurs études. Effectivement, c'est vrai qu'on est très centré là sur ce schéma sur le recours aux Happy Hours. C'est pas pour être auto-centré, mais c'est aussi que plus on a une idée précise de qui est-ce que je vais pouvoir consulter en proximité, c'est plus efficace d'avoir une communication et une action très ciblée sur un dispositif. Mais effectivement, comme le dit Maëva, notre but à terme, c'est quand même d'ouvrir sur la question de recourir à un professionnel de santé mentale plus globalement. Donc ça peut déjà les éveiller à ça, dans toute la démarche qu'on a, au-delà des Happy Hours. Et puis effectivement, des Happy Hours, il y a un deuxième relais qui peut se faire vers l'extérieur. Et justement, sur ce que tu dis sur le fait d'être centré sur le recours aux Happy Hours, même dans les questions qu'on pose, ça c'est vraiment une question, disons, de précision, de mesure dans le recueil de données. Il faut qu'on soit très précis dans la formulation des questions parce que c'est pas du tout la même chose de dire d'aller recourir à un professionnel de santé mentale, aux Happy Hours, au cours de l'année universitaire, au cours de ma vie, etc. Donc c'est pour ça que c'était très précis sur les Happy Hours parce que c'est le premier dispositif qui est accessible, pas forcément comme une fin en soi, mais peut-être comme un premier relais, comme c'est précisé là. Donc du coup, pour la suite, avec ce schéma-là qu'on vient de présenter,
et toute la question de la dynamique du recours, enfin, du prendre soin et du recours, justement, ça va être l'idée de repréciser, de reconcrétiser les interventions de prévention plus par rapport à cette étape qu'on a mieux détaillée aujourd'hui. Voilà, et ensuite, du coup, voilà, on a vu que le kit était un très bon relais apparemment. Enfin, voilà, les étudiants l'utilisent bien, le montrent, en parlent. Donc il y a vraiment un enjeu à l'exploiter au maximum, dans le sens où ça peut, comment du coup on le met le plus en lien avec des comportements de recours ou des comportements de prendre soin de soi. Voilà, il y a encore un petit travail à faire là-dessus, et peut-être moins du coup comme relais vers le site internet comme on l'avait pensé au départ. Et d'ailleurs, du coup, dans une intervention de prévention, voilà, de mettre aussi plus l'accent sur le site internet. Après, ça peut être des choses toutes simples finalement, comme tout simplement le montrer directement sur l'écran, sur l'ordinateur de l'étudiant. Voilà, il l'a vu au moins une fois, il sait à quoi ça ressemble. En plus, ceux qui sont allés visiter, même s'il n'y en avait pas beaucoup, ils ont trouvé le design qui était joli, etc. Dans les temps négatifs, il me semble qu'il y avait pas assez de nous, des choses comme ça. Donc voilà, du coup, c'est des petites choses comme ça qui n'ont pas été faites, mais qui peuvent être changées assez facilement et qui peuvent du coup avoir un impact plus important. Donc voilà, un kit de prévention à mieux exploiter pour favoriser du coup la question de la préoccupation et puis du recours en cas de mal-être. Et puis, comme on a parlé un peu avec le personnel de résidence, qui est une meilleure coordination, une meilleure coordination de l'équipe justement avec le personnel de la résidence, pour justement, cette coordination de manière plus générale, au-delà de l'aptitude, c'est aussi l'environnement dans lequel est inséré l'étudiant. Où aptitude se met, mais il n'y a pas que l'aptitude, il y a aussi le personnel de résidence qui est en soi un relais, et c'est toute cette question un peu de, globalement, comment coordonner en fait les différentes ressources autour des étudiants pour les aider à bien mieux vivre leurs études. Donc il va y avoir une nouvelle mise en œuvre du programme en septembre à Saint-Étienne. Je ne serai plus la chargée de recherche projet. Ce sera donc Anna Molenda, qui est psychologue. Elle était donc une des stagiaires porte-à-porte. Elle a aussi fait des consultations aux Apsi Hours, donc dans les accueils aptitudes. Donc du coup, ça veut dire qu'elle a vraiment une connaissance de bout en bout du programme, et que ça va sûrement venir favoriser, en plus bien sûr de ses compétences qu'elle a montrées cette année, cette coordination des ressources dont on a parlé. Voilà, avec son adresse mail, avec son numéro. Oui, donc plus globalement, porte-à-porte, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres développements possibles. Donc il y aurait de nouvelles expérimentations qui seraient intéressantes à faire, parce que bien sûr, on ne peut pas tout tester. Il y a par exemple cette question des stagiaires. Est-ce que c'est des stagiaires en psycho qui sont plus efficients que des stagiaires lambda, qui seraient plus efficients que des professionnels, ou est-ce que finalement un pair suffisamment formé, ça pourrait fonctionner? Donc voilà, ça c'est des choses qui pourraient être intéressantes à creuser. Comme on l'a dit, cette question aussi du différent nombre d'interventions. On va parler des étudiants étrangers, voilà. Donc il y aurait des choses qui seraient encore expérimentées pour affiner les leviers, qu'est-ce qui est en jeu dans ces interventions et qui fonctionne. Ou le détail du kit, parce que justement, il y a différents éléments dans le kit et on n'a pas expérimenté ça en soi. Donc il y a encore plein de choses à faire de ce côté-là. On espère bien entendu publier des articles sur les résultats qu'on vient de vous présenter. Donc ce sera une manière de valoriser aussi cette recherche. On espère aussi qu'on puisse développer la réflexion autour de nouvelles méthodes de prévention, que ça puisse permettre d'adapter des choses et améliorer bien entendu à terme la santé mentale des étudiants. C'est quand même l'objectif de ce programme et plus globalement d'aptitude. Et puis porte-à-porte, ça vise aussi à être développé sur d'autres territoires, auprès peut-être d'autres publics et avec de nouveaux partenariats, de nouveaux porteurs de projets. C'est à ce titre-là qu'on propose aux professionnels de se retrouver cet après-midi pour réfléchir ensemble quels sont les besoins finalement que vous rencontrez et comment ça pourrait s'articuler avec notre expérience et qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter dans ce travail-là pour des actions qui visent la santé mentale et puis peut-être plus spécifiquement la santé mentale des étudiants puisque c'est notre expertise, mais en tout cas on a en tout cas ce regard-là et cette méthode aujourd'hui dont on peut vous parler. Voilà pour la suite. Donc du coup,
je tiens à remercier déjà aujourd'hui nos stagiaires bénévoles et psychologues qui ont été présents pour vous présenter sur les stands notre action. Je tiens à remercier aussi toute cette équipe qui est intervenue tout au long de l'année, qui a fait un travail formidable. Bravo, on sait que c'était pas toujours facile, vous avez un stage exigeant à la hauteur de ce que doit être une recherche. On a passé, je crois, une année forte en émotions tous ensemble et vous avez bien travaillé. Merci aux psychologues aussi qui font un travail de terrain conséquent toute l'année. Et puis en dernier lieu, un immense merci à Maëva Bigot, qu'on voit s'envoler vers d'autres projets avec beaucoup de regrets, qui a énormément apporté à ce programme tout au long de l'année. Donc un merci sincère. Oui, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les étudiants en psychologie qui sont allés faire le porte-à-porte? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? En termes de niveau d'études, parce que vous parlez de stage, vous parlez d'experts psychologues, mais ils sont étudiants en psycho en master 1, master 2. C'est ce qu'on expliquait ce matin. Donc en fait, il y avait des étudiants stagiaires qui ont été recrutés de la licence 3 au master 2. Donc il y en avait en licence 3, en master 1 ou en master 2. Voilà, ils avaient un statut de stagiaire au sein de l'association Absitu. Donc on était leur tutrice de stage. C'est une convention de stage validée par l'établissement, donc avec un stage qui leur permettait, qui rentrait dans les compétences, les connaissances à acquérir au cours de leur cursus. Et ils ont eu donc une formation initiale de plus de 70 heures, c'est ça ? Qui portait à la fois sur des rappels au niveau de la psychopathologie, une formation de 2 jours par le professeur Ferrat sur la prévention et la gestion de la crise suicidaire, bien sûr une sensibilisation aussi à l'intervention à domicile, le questionnaire, des interventions de prévention, des questions éthiques aussi sur l'intervention, sur les aspects à voir, sur tous les aspects du programme, de l'association aussi, qui est une bonne connaissance en fait de tout cela. Je ne sais pas si ça... donc ils avaient aussi, comme on l'a dit ce matin, ils étaient encadrés à chaque fois qu'ils intervenaient sur le terrain en résidence, donc par Maëva. Il y avait à chaque fois une réunion de brief avant chaque intervention en porte-à-porte, une réunion de débrief à la fin de la soirée. Voilà. Ils pouvaient à tout moment venir voir également la chargée de recherche s'ils avaient des questions, des questionnements. Ils pouvaient également nous appeler, parce que c'est vrai qu'on a des profils un peu différents, mais je ne l'ai peut-être pas précisé. Maëva a une formation en psychologie sociale, et avec Laurentine, on a une formation qui est plus en psychologie clinique à la base. Voilà, donc c'est vrai qu'on pouvait aussi se complémenter pour leur apporter une aide et un soutien dans ces moments-là. Et puis ils avaient également une supervision tous les 15 jours en groupe, tout le groupe de stagiaires. Au niveau des profils, il y avait donc des étudiants de l'école de psychologues praticiens, l'université de Grenoble, l'université Lyon 2 et l'université Cato. D'accord. Si j'avais peut-être encore juste une petite question par rapport à votre réseau de partenaires, parce que Absitude, c'est une permanence un soir par semaine, 3 heures. Je disais tout à l'heure que les psychologues des NPU sont débordés de demandes. C'est le cas aussi des psychologues, psychothérapeutes et psychiatres qui font partie des BAPU, des bureaux d'aide psychologique universitaire, qui reçoivent des étudiants qui soient inscrits à l'université ou dans différentes écoles. Donc je me demandais, vous, quelles étaient les structures qui faisaient partie de votre réseau, parce que c'est vrai que nous, on a cette difficulté d'effectivement pouvoir ensuite passer des relais, tellement la demande est importante en fait. Alors en fait déjà sur Lyon, donc il y avait il y a des permanences, il y a 9 heures permanences en fait sur Lyon par semaine. Voilà. Pour les résidences Crous. Voilà. Et effectivement, on se retrouve confronté un petit peu au même problème que vous. Donc on travaille avec les psychologues des médecines préventives, mais aussi... Il n'y a pas de BAPU à Lyon. Oui, on n'a pas de BAPU sur la région, on n'en a pas. Donc on travaille avec, par exemple, l'espace santé jeune, les PAEJ,
on accueille des groupes jeunes. Santé mentale et communauté, qui est une association lyonnaise qui a un pôle jeunes adultes qui reçoit les jeunes de 16 à 25 ans. Voilà. Après aussi, on essaie de développer des liens avec des psychiatres libéraux en secteur 1, même si on a peu, et qui font aussi des suivis. On a des liens avec des cliniques aussi psychiatriques, et notamment une clinique sur Lyon qui est une unité soins études, donc aussi spécialisée dans l'accueil des étudiants. Voilà. Mais c'est pas simple. Oui, d'accord, merci. Comment vous expliquez qu'il y ait des différences de croyances dans les trois groupes en phase 1? Alors, c'est pas des différences significatives. C'est pas significatif. Non, c'est pas significatif. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme on le disait, il y a une différence au niveau des filières. Et sur le groupe 1, on a un groupe qui est plus des filières sciences techniques, donc peut-être moins sensibilisés à ces questions-là. Alors sur le groupe contrôle, par exemple, on a plus d'étudiants de sciences humaines, donc il y a peut-être déjà un peu plus de connaissances à la base. D'accord, donc c'est comme oui, c'est un biais. D'accord, merci. Mais sur la comparaison des échantillons qu'on a donné, c'est vrai que c'était sur le score global effectivement, et que peut-être que dans le détail, il y avait aussi des différences significatives qui pourraient être au départ, dues notamment à des questions de filière. On n'a pas encore croisé toutes les données. Et puis ça fait beaucoup de choses à vous présenter aussi. C'est pour ça qu'on compare les variations en fait. Pour certains thèmes, c'est pour ça qu'on compare les variations. Oui. Voilà. Oui, je voulais savoir si au cours de la recherche-intervention, il y avait aussi une dimension collective qui avait émergé dans les résidences, au-delà de toute la dynamique de recours et de vigilance sûrement des personnels de résidence. Est-ce qu'entre les étudiants, il y a des choses qui se sont passées, quoi, d'un point de vue plus collectif? Alors, c'est une question qui a... Pardon, on se concentre. C'est une question qui a émergé, en fait, au cours du programme, c'est-à-dire notamment par les stagiaires intervenants et par les résidents, vraiment cette nécessité de penser des actions collectives. On voit aussi de grosses différences entre les résidences, là aussi, dans les dynamiques qui peuvent se mettre en place. Alors, il y a déjà eu quelque chose un peu comme ça qui a été initié, puisque les intervenants du programme ont mis en place une action dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale. Donc, c'était dans l'idée aussi de faire partager plus largement cette expérience-là au niveau plus collectif. Néanmoins, cette expérience, ça a donné l'envie de recibler, du coup, dans les prochaines expérimentations, la mise en place d'actions collectives, peut-être au sein des résidences et peut-être en lien avec les autres intervenants qui agissent déjà en animation auprès des résidences. Et peut-être favoriser aussi, comme vous disiez, l'esprit d'initiative des étudiants qui sont touchés pour qu'eux-mêmes mettent en place des actions. Ce serait le top du top. Mais effectivement, c'est une dimension qui a émergé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, justement, parce qu'avec la question du turnover, il y a effectivement tout un enjeu à créer quelque chose d'un peu plus de stable qui va venir soutenir peut-être année après année, en tout cas semestre après semestre au moins, les passages en porte-à-porte, parce que comme on a vu, on perd des étudiants en cours de route, il y a une mobilité étudiante, etc. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a reprécisé avec un projet plus dans la résidence pour soutenir le programme. Je me demandais si vous aviez envisagé de former le personnel ou de former d'autres étudiants, donc des étudiants, à justement la détection précoce de la crise suicidaire ou de la dépression. Alors, c'est une démarche qui a été un peu initiée déjà avec les personnels du Crous sur Lyon l'année dernière. Alors, on n'était pas très spécifique sur la crise suicidaire, mais comment repérer déjà les signes précurseurs du mal-être qui peuvent être aussi annonciateurs par la suite d'une crise suicidaire. Donc là, il y a des personnels, un groupe de 12 personnels volontaires qui a participé à cette formation qui était en 2 temps, avec la réflexion sur des outils aussi de suivi qu'on peut mettre en place, comment on peut être vigilant quand on repère un étudiant qui ne va pas bien, comment on peut rassembler les informations entre différents personnels qui peuvent avoir des éléments, des informations diverses sur un même étudiant qui pourrait être inquiétant.
Donc avec Laurentine, on a suivi donc, la formation pour être formateur, donc cette formation sur la prévention et la gestion de la crise suicidaire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais du coup, voilà, c'est dans notre objectif de former aussi plus de personnel, effectivement, dans les résidences sur cette question-là. On commence aussi à penser des actions auprès d'autres jeunes qui pourraient être des relais. Je pense notamment, c'est vrai qu'au sein des CROUS, il y a toute une politique aussi de recrutement de services civiques qui ont un rôle d'animation, mais qui ont aussi un rôle de recréer du lien social et d'être vigilants justement aux étudiants aussi parfois un peu isolés, ceux qui ne participent pas justement à ces activités. Et là, notamment sur Toulouse, voilà, il y a une réflexion qui est en cours sur comment nous, on peut aussi accompagner ces étudiants. Alors là aussi, ce n'est pas spécifique sur la question encore du suicide, mais comment on peut déjà repérer un étudiant qui ne va pas bien, entrer en contact avec lui et qu'est-ce qu'on fait de cette information. On a vu sur les résultats des 3 groupes qu'à un moment, il y avait le groupe 2 qui avait eu juste un accompagnement simple, qui a eu une augmentation. Alors, j'ai plus les items en tête ou les questions. Voilà, c'était simplement pour savoir si vous aviez des pistes sur ce qui pourrait expliquer ça et est-ce que vous allez explorer ça sur la prochaine exploration à Saint-Étienne. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer que le dispositif complet est très efficace sur tous les items, voilà, alors que le dispositif simple, lui, entraîne des diminutions. Du coup, voilà. Il y a déjà une piste de réponse possible, c'est que le groupe qui a le dispositif simple, donc que les Absi Awards, tous les étudiants interrogés n'utilisent pas le dispositif. Là, on n'a pas les chiffres, mais par exemple, sur les Absi Awards, tous les groupes confondus, il y a eu 73 étudiants qui ont été rencontrés au cours de l'année. Donc, si on prend ceux qui sont que sur le groupe 2, je ne sais pas combien ça représente, mais on est sur une petite partie de l'échantillon. Donc, dans cet échantillon du groupe 2, il y en a une grande partie qui finalement a eu que le questionnaire au même titre que le groupe contrôle. Par contre, ça va dans le sens du coup de notre hypothèse de départ, qui est que ceux qui vont le plus mal ne font peut-être pas nécessairement la démarche et que c'est en allant en porte-à-porte qu'on peut arriver à les toucher. Après, dans le groupe 2, il y a la résidence Alix, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers, et notamment aussi il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui peut-être augmentent un certain risque à ce niveau-là. Et voilà, ça peut être. Enfin, du coup, je n'ai pas spécialement d'hypothèse dessus, mais c'est du coup toute la question, peut-être une des limites aussi sur la question des étudiants étrangers, qu'on peut à la fois perdre de vue et en même temps sur lesquels on peut peut-être plus difficilement rentrer en contact, et qui du coup va amener le fait que voilà, qu'il y aura moins du coup d'effet de la rencontre avec le stagiaire dans cette résidence, dans ces groupes, parce que justement il y a plus d'étudiants étrangers. Mais là du coup effectivement il faut qu'on fasse d'autres analyses, aussi au niveau de différences entre résidences. Voilà, c'est ça qu'on a montré par le groupe de résidence, mais il y a aussi cette question-là, toujours un effet, dans les effets statistiques sur certains stades, il n'y a pas forcément d'effet de la résidence, mais il y a peut-être des sous-groupes plus précis au niveau de l'origine géographique qui pourraient éventuellement expliquer cette différence. Et pour l'année prochaine, par contre, ce sera un programme FI, donc c'est-à-dire dépouiller des éléments de recherche. Donc ce sera intéressant de mettre en place de nouvelles expérimentations, comme on a dit, pour tester d'autres choses, mais sur Saint-Étienne, ce qui est prévu, c'est les interventions de prévention, programme complet en fait, sur toutes les résidences et tous les étudiants, sans échantillon aléatoire. Par contre, il y aura quand même le questionnaire en début d'année, puisqu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment un médiateur important dans la relation avec l'étudiant et qui amorce ensuite l'échange de l'intervention. Donc on aura quand même des données, on va dire, un peu épidémiologiques, mais on n'aura pas de données sur l'avant-après et différents groupes. Je voulais juste vous remercier vraiment pour cette invitation et enfin, je trouve que c'est des résultats qui sont vraiment très intéressants et qui vont beaucoup nous aider, enfin voilà, pour tous les psychologues ou les gens qui travaillent dans ce domaine-là et de façon plus large, et que c'est une méthode qui, à mon avis, a du sens aussi sur cette question du suicide et enfin, de tout ce qui est autour, mais qui peut aussi s'appliquer sur d'autres thématiques et qui peut avoir du sens dans d'autres domaines. Donc, et bravo pour votre implication sur ce projet. Merci beaucoup.
Juste pour faire suite à ce que vous venez de dire, là, et cet après-midi, vous aurez peut-être l'occasion d'y travailler. Une des questions qu'on a déjà partagées ensemble hein, au niveau de l'agence régionale, c'est comment est-ce qu'effectivement une stratégie et des méthodes de travail qui ont été éprouvées peuvent aussi se maintenir après le départ de l'équipe ou sans cette équipe quand même importante, et comment est-ce qu'on peut développer ou expérimenter aussi d'autres dispositifs pour que ça puisse bénéficier à un grand nombre, puisque une fois que vous êtes parti, comment l'effet va perdurer. Donc c'est un des questionnements qu'on partage ensemble et qui sera important de creuser. Oui, du coup, peut-être la question du projet collectif, comme on l'a dit, qui serait plus un projet collectif des stagiaires qui mènerait des actions de prévention un peu plus larges au niveau de la résidence, pas seulement en porte-à-porte. Vous pouvez participer à ça. Et après, sur la question du transfert, si c'est ça aussi dont vous parlez, là, on n'a peut-être pas dit, mais on est en train de créer tout un tas de documents, de manuels du stagiaire, des chargés de projet, etc., pour justement permettre à d'autres personnes de pouvoir se saisir de ça, enfin, de ce programme, de cette méthode et des éléments qui vont correspondre à leur situation. Mais voilà, c'est aussi tout un travail qu'on fait en complément, parce que justement c'est comment ensuite on transmet à d'autres et on transfère des actions qui fonctionnent. Je suppose que pour développer, il y a aussi un problème de financement. Donc, est-ce que vous avez pensé à ça et comment l'envisagez-vous? Et qui solliciter et comment? Ça, c'est le nerf d'ailleurs. Là, c'est vrai que sur Saint-Étienne, on a la chance que ce soit l'ARS qui se porte à nouveau subventionneur de ce projet-là en partenariat avec le Crous de Lyon, enfin, on espère, en discussion. Voilà, ça marche. Bien sûr, ça fait partie de notre travail. Je dirais que c'est même l'essentiel de notre activité aujourd'hui avec Fanny, de chercher ces financements. Voilà, et c'est aussi une des pistes du travail de cet après-midi, de réfléchir qui peut être intéressé de mettre en place ce type d'action, les financements nécessaires pour ça, etc. Voilà. C'est du travail de toute une vie. On va peut-être conclure cette matinée. Merci à tous de votre attention. Je sais qu'on vous a livré là beaucoup d'informations. C'était 3 heures, mais c'est quand même peu de temps pour vous présenter ce travail. On reste bien sûr à votre disposition par mail, par téléphone, si vous avez des questionnements ou envie d'approfondir la réflexion sur ce sujet. Comme on vous l'a dit, il y aura aussi des publications faites sur le sujet. Ce sera relayé via notre site internet et les réseaux sociaux très probablement. Je voulais dire merci aussi. Et merci aussi aux stagiaires. C'était super chouette d'avoir 15 stagiaires pendant toute une année. Expérience, je pense que j'aurais jamais pu. Donc merci de m'avoir recruté et merci pour cette année.